Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va se plonger dans un document qui mérite vraiment une attention toute particulière. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce n'est pas le genre de texte qu'on lit tous les jours. Non, en fait, il s'agit d'un support de cours académique de niveau master, plus spécifiquement le master MIF, donc dédié au management des établissements d'enseignement et de formation. Et le contexte de création de ce support est très intéressant. Absolument. Ce matériel pédagogique provient de l'ENS Niamey, l'École normale supérieure, et il a été structuré en collaboration avec l'Agence universitaire de la francophonie et l'Université internationale Senghor. C'est un ancrage institutionnel assez impressionnant. Oui, et l'auteur de ce cours, c'est Mahamadou Hanché. Il est doctorant en sciences de l'éducation et inspecteur principal de l'enseignement. Mais ce qui rend ce texte particulièrement digne d'analyse, c'est vraiment la manière dont il s'attaque à un concept qui semble relever de l'évidence. Le partenariat en éducation. Voilà, exactement. Parce que sur le papier, l'idée qu'une école collabore avec des parents ou des mairies, ça n'a absolument rien de nouveau. Bah non, c'est même plutôt classique comme vision. C'est ça. Sauf que l'objectif de notre analyse aujourd'hui, c'est de décortiquer la méthodologie hyper rigoureuse que ce document déploie. En fait, il ne s'agit pas du tout d'une simple introduction à la convivialité de quartier ou au vivre ensemble. Pas du tout. C'est un véritable manuel de gouvernance asymétrique. Oui, un manuel qui forme littéralement les directeurs d'école à devenir de vrais stratèges. Des profils capables de gérer des ressources critiques dans des environnements où il y a une pénurie évidente. Le terme de gouvernance asymétrique que tu emploies est tout à fait approprié pour qualifier ce matériel. Ce cours, il dépasse très largement les murs de la salle de classe. Il touche à d'autres sphères. Exactement. Il touche à des enjeux de micropolitique et d'économie institutionnelle. Il part d'un postulat qui est, en fin de compte, universel. La gestion d'un décalage chronique entre, d'un côté, des attentes sociétales qui sont exponentielles et de l'autre, des ressources matérielles très limitées. C'est le grand écart permanent. C'est ça. Et le cadre d'analyse que propose Mahamadou Hanché offre une grille de lecture hyper pertinente. Et ça vaut pour comprendre comment n'importe quelle organisation, qu'elle soit éducative, associative ou même entrepreneuriale, peut structurer sa survie en s'intégrant à un écosystème plus vaste. On sort du cadre purement scolaire, du coup. Totalement. L'idée, c'est de repenser l'entité. Ce n'est plus une forteresse administrative fermée. Ça devient un vrai nœud de coordination stratégique. Et c'est amusant que tu parles de forteresse parce que le point de départ du cours établit justement ce constat d'une clarté implacable. Historiquement, le modèle éducatif traditionnel, il a très souvent fonctionné en vase clos. Ah oui, avec le pont-levis relevé. Voilà, on avait le directeur et son corps professoral d'un côté, qui étaient les seuls détenteurs du savoir et de l'autorité, et la société civile restait sagement de l'autre côté du mur. Sauf que ça ne marche plus. Et non, le document déconstruit complètement ce mythe de l'école isolée. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il ne le fait pas par idéalisme pédagogique, genre ouvrons-nous aux autres, mais vraiment par pur pragmatisme. La survie oblige à l'ouverture, en fait. Exactement. La réalité du terrain dicte qu'il est juste impossible de répondre à la massification de l'éducation et à l'exigence de qualité sans ouvrir grand les portes. Et la solution apportée, c'est ce fameux partenariat. Mais la source insiste lourdement sur la sémantique ici. On parle bien d'une collaboration organisée. Pas juste d'une aide ponctuelle. C'est ça, on s'éloigne totalement de l'image du directeur d'école qui lancerait un appel aux dons désespérés en fin d'année ou qui bricolerait des solutions d'urgence à la veille de la rentrée. Cette distinction sémantique, pour moi, c'est le cœur du réacteur. C'est-à-dire, Une collaboration organisée, ça implique une véritable ingénierie de projet. Ce n'est pas de la mendicité institutionnelle, c'est la construction délibérée d'une alliance où chaque acteur de la société se voit attribuer une place précise. que ce soit les parents, les collectivités, les entreprises ou les ONG. Absolument. Chacun a sa place dans une architecture globale. La source détaille d'ailleurs que ces alliances sont conçues pour pallier des déficits très concrets. On parle de la réhabilitation d'infrastructures vétustes, du financement d'activités pédagogiques et même d'apporter des compétences techniques que les profs n'ont pas forcément. Et au-delà du matériel, il y a un aspect psychologique, non ? Tout à fait. Le cours insiste sur un bénéfice immatériel majeur. C'est le sentiment d'appropriation. Quand on implique la communauté dans la gestion, l'école n'est plus perçue comme l'institution de l'État un peu froide imposée au quartier. Elle devient le projet collectif de tout le quartier. C'est exactement l'idée.
Et d'ailleurs, il y a un schéma simplifié dans le document qui illustre ce renversement de perspective d'une manière assez radicale. Visuellement, l'école est complètement extraite de sa position hiérarchique traditionnelle. Elle se retrouve où, du coup? Elle est replacée au centre exact d'une carte. Elle devient le carrefour absolu. C'est le point de convergence de toutes les lignes qui la relient directement aux ONG, aux entreprises, aux associations, au pouvoir public. Comme un hub de réseau informatique, en fait. C'est la meilleure analogie. L'école agit comme un routeur d'énergie et de ressources. Sauf que, bon, je suis d'accord que sur le papier, cette toile collaborative semble idéale. Mais dans la vraie vie, c'est une autre histoire. C'est ça. On sait très bien que réunir autour d'une même table des acteurs avec des agendas aussi divergents, ça ressemble très souvent à un cauchemar administratif. C'est clair, hein? Je veux dire, on a des collectivités locales avec des impératifs électoraux, des ONG qui ont des exigences de reporting super strictes dictées par leurs propres bailleurs de fonds. Et sans oublier les parents d'élèves. Évidemment, des parents dont l'inquiétude première, ça reste la sécurité et les notes immédiates de leurs enfants. Du coup, comment ce cours propose-t-il de gérer ce trafic sans provoquer un énorme accident industriel? C'est la question centrale. Et c'est précisément pour prévenir cette paralysie décisionnelle, ou le détournement de l'institution par des intérêts privés, que le cours établit un cadre réglementaire strict. Il pose des règles du jeu. Vrai contrat de gouvernance. Et plutôt que de les voir comme une simple liste de bonnes intentions, il faut vraiment les comprendre comme un système de freins et de contrepoids. Un garde-fou, en quelque sorte. Oui, le premier bloc de ce système, c'est la définition de la boussole, l'objectif commun. C'est ce qui oriente tout le monde. C'est ça. La source stipule que toute collaboration doit être subordonnée à l'amélioration de la qualité de l'éducation et à la réussite de l'élève. Par exemple, si une entreprise propose un financement massif, mais que son but réel est purement publicitaire et que ça perturbe le climat scolaire, Le partenariat est annulé. voilà. Le principe de l'objectif commun n'est pas respecté. Et ce garde-fou est immédiatement couplé au principe de confiance et de transparence. Ce qui veut dire jouer carte sur table dès le début. Exactement. Ça exige une clarté totale sur les intentions réelles et les capacités de chaque intervenant dès l'ouverture des négociations. Mais penchons-nous sur un autre de ces principes qui, pour le coup, me semble constituer un point de friction assez majeur. C'est l'autonomie des partenaires. Un concept délicat, en effet. C'est une notion qui paraît intellectuellement très séduisante, bien sûr, mais dans les faits, maintenir son autonomie face à une vraie asymétrie de moyens, ça me semble être un défi immense pour un directeur. C'est le piège classique. Prenons un exemple. Si une école située dans une zone très précaire dépend à 80% d'une institution internationale pour construire ses propres salles de classe et payer ses ordinateurs, la notion d'autonomie pédagogique ou décisionnelle, elle ne devient pas purement théorique? Est-ce que le document adresse vraiment cette dynamique de pouvoir inévitable? Oui, l'analyse de cette asymétrie est cruciale dans le cours. Il aborde cette tension en liant le principe d'autonomie à deux autres piliers qui sont indissociables, l'équité et la complémentarité des ressources. Comment ça se traduit concrètement? Eh bien, l'autonomie, telle qu'elle est enseignée aux futurs directeurs dans ce master, ça ne signifie pas l'indépendance financière. Ça, elle est par définition compromise. L'autonomie signifie la souveraineté sur le cœur de métier. La pédagogie? Exactement. Le directeur est formé pour contractualiser le partenariat de façon à ce que l'ONG apporte son expertise logistique ou financière, tandis que l'école, elle, conserve le monopole absolu sur le contenu pédagogique et l'évaluation des élèves. L'école dicte le savoir, l'ONG fournit les murs. C'est l'idée. La source parle de bénéfices mutuels. L'institution externe obtient son impact social mesurable, elle respecte ses indicateurs de développement pour ses propres rapports, mais elle ne dicte pas le programme d'histoire ou de mathématiques. D'accord, je vois. C'est un exercice d'équilibrisme constant. Qui requiert de formuler des limites très claires, oui. Et le dernier principe vient sceller cet équilibre, c'est celui des responsabilités partagées. L'école ne délègue pas son problème, elle co-gère la solution, avec le partenaire. Ça évite que l'école se transforme en simple exécutant d'un programme dicté depuis l'extérieur. Absolument. Ce niveau d'exigence, ça montre bien qu'on est à des années-lumière d'une simple gestion administrative de routine. Et cette rigueur s'applique à différentes échelles. D'ailleurs, le document propose une classification de ces alliances en 3 grandes catégories. Lesquelles as-tu retenues? Alors la plus évidente, lorsqu'on parle de partenariat, c'est le partenariat externe. Ça englobe les parents et tout le tissu socio-économique local pour soutenir les activités de proximité. L'écosystème direct.
Voilà. Et puis on a la dimension macro, ce que le cours appelle le partenariat au développement. Là, ça cible directement les agences internationales pour des gros projets structurels. Mais ce qui m'interpelle particulièrement dans cette typologie, c'est la toute première catégorie qui est mentionnée. Le partenariat interne. Oui, le partenariat interne. Le texte conceptualise la relation entre la direction, les enseignants, le personnel administratif et même les élèves. Non pas comme une hiérarchie classique pyramidale, mais comme une forme de partenariat. Et c'est énorme comme évolution. Traiter son propre corps professoral ou ses élèves comme des partenaires, c'est quand même un changement de culture managériale assez profond pour une institution étatique. C'est un changement de paradigme fondamental. Ça rompt totalement avec la tradition d'une administration scolaire très verticale. En qualifiant les relations internes de partenariat, le cours de l'ENS Niamey s'aligne directement sur les théories modernes du management des organisations. On s'inspire de l'entreprise? Un peu, oui. Si un directeur perçoit ses enseignants comme de simples exécutants d'une circulaire ministérielle, il se prive de toute leur capacité d'initiative. Il étouffe l'innovation. C'est ça. Le but du partenariat interne, selon la source, c'est l'optimisation de l'organisation pédagogique par la co-construction. Les professeurs deviennent des parties prenantes qui investissent leur expertise dans le projet d'établissement. Et les élèves eux-mêmes sont intégrés comme acteurs de leur apprentissage. C'est vraiment la fondation de tout le reste. Oui, parce que la logique sous-jacente est implacable. Un établissement qui est fragmenté par des conflits internes ou une bureaucratie étouffante sera incapable d'inspirer la confiance et la transparence nécessaires pour attirer des partenaires externes ou des bailleurs de fonds internationaux. C'est très juste. La solidité du réseau externe est directement proportionnelle à la cohésion du noyau interne. Tu ne peux pas vendre un projet à une ONG si ton équipe pédagogique est en guerre ouverte. D'ailleurs, il est intéressant de noter que cette structuration des acteurs et cette approche managériale, ce ne sont pas juste de simples hypothèses locales. L'ancrage académique du document est vraiment très solide. Il s'appuie sur des références lourdes. Exactement. La bibliographie fait référence à des publications de l'OCDE sur la gouvernance scolaire, au cadre de l'UNESCO, ainsi qu'à des chercheurs incontournables sur ces questions comme Joyce Epstein ou Michael Fullan. Ce qui prouve bien la portée du propos. Ça démontre surtout que le module enseigné à ces futurs cadres éducatifs connecte les réalités spécifiques de leur terrain avec des standards d'analyse complètement internationaux. Le problème du déficit de ressources est traité avec la même rigueur conceptuelle que s'il s'agissait de la réorganisation d'une très grosse multinationale. Et cette connexion avec les référentiels de l'OCDE et de l'UNESCO, elle est hautement stratégique. Elle permet aux étudiants de s'approprier un langage et une méthodologie reconnus mondialement. C'est une vraie carte de visite. C'est indispensable lorsqu'ils devront, sur le terrain, dialoguer avec des représentants d'institutions internationales. Ils ne se positionneront pas comme de simples demandeurs d'aide, un peu soumis. Ils se poseront comme des professionnels capables de structurer un projet selon les normes de redevabilité exigées par ces mêmes instances. Ça change tout le rapport de force. C'est ce qui fait toute la valeur de ce master. Il élève le niveau de professionnalisation des directeurs d'école pour les rendre crédibles face à des interlocuteurs de très haut niveau. Et c'est précisément ce saut qualitatif qui est testé dans la dimension pratique du cours. Oui, passons à l'application. Parce que la théorie des réseaux et les cadres de l'OCDE, ça doit bien un jour se confronter à la glace du terrain. Toujours. La section du document qui est consacrée aux activités pédagogiques décrit une étude de cas soumise aux étudiants. Et le scénario est le suivant. Un établissement fait face à des résultats scolaires en forte baisse à cause d'un manque criant de ressources didactiques. Un grand classique. Oui, le quotidien. Le directeur décide alors de s'appuyer sur la communauté pour inverser la tendance. Les étudiants doivent identifier les acteurs pertinents, mais surtout cartographier les contributions attendues de chacun et les résultats visés. Jusque-là, c'est du travail sur table. C'est ça. Mais là où l'exercice prend toute sa dimension, c'est dans l'activité 2 qui exige une véritable simulation. Les étudiants doivent littéralement jouer une réunion de négociation impliquant la direction, des parents d'élèves et un représentant d'ONG, avec pour mandat de concevoir un projet éducatif commun. Cette simulation, c'est l'épreuve de vérité du module. Elle oblige les futurs cadres à expérimenter physiquement cette fameuse complexité de la gouvernance asymétrique dont nous parlions au début. J'imagine que ça doit chauffer un peu pendant le jeu de rôle. Ah, on imagine très facilement les lignes de faille dans un tel exercice. Le représentant de l'ONG va probablement exiger des métriques de réussite à court terme pour justifier son investissement annuel. Les parents, eux, vont exiger des améliorations immédiates sur la sécurité ou la cantine. Et au milieu, le pauvre directeur. Le directeur, lui, doit défendre le temps long de la pédagogie.
Et l'éducation, ça s'accorde souvent très mal avec l'urgence des autres parties. Il doit naviguer entre la rigidité du calendrier académique et la flexibilité exigée par les bailleurs de fonds. Ce n'est plus juste réciter une leçon. Pas du tout. Ce que cette activité évalue, ce n'est pas la capacité de l'étudiant à réciter par cœur les 7 principes du partenariat. C'est sa capacité à les utiliser comme de vrais leviers de négociation pour trouver un point d'équilibre. C'est de la résolution de conflits en temps réel. Ce qui nous amène à la conclusion majeure de cette analyse. À travers ce cours très détaillé, Mahamadou Hanché formalise en fait une transformation assez radicale de la fiche de poste du responsable éducatif. Une mutation complète du métier. L'expertise pédagogique ou la gestion administrative classique, ça ne suffit plus du tout. Pour survivre et faire prospérer son établissement dans ce nouvel écosystème, le directeur doit acquérir des compétences qui relèvent traditionnellement de la diplomatie, des relations publiques et du management stratégique. Il devient un vrai politicien local au sens noble du terme. Oui, il doit savoir lire les intentions de ses interlocuteurs, structurer des contrats d'engagement, animer des réunions parfois très houleuses avec des parties prenantes aux intérêts complètement divergents, et tout ça en maintenant le cap de l'objectif commun sans jamais céder sur son autonomie pédagogique. C'est un profil de chef d'orchestre institutionnel qui émerge de ces pages. Et c'est une synthèse rigoureuse de toute la philosophie du cours. L'école moderne, telle qu'elle est conceptualisée par ce document, n'est plus un sanctuaire figé, c'est une plateforme d'intersection. Un écosystème en mouvement. Exactement. Un écosystème où la réussite finale, celle de l'élève, dépend de la robustesse des alliances que le directeur parvient à tisser et à réguler. Le bénéfice intellectuel de l'analyse d'un tel document est vaste. Pour quiconque observe la manière dont les organisations contemporaines tentent de s'adapter au manque de ressources, ce modèle offre des leçons précieuses sur l'ingénierie de la collaboration. Nous voyons donc comment une contrainte initiale, ce manque si cruel de moyens, devient finalement le catalyseur d'une réinvention totale de la gouvernance locale. C'est le paradoxe de la pénurie. Oui, en forçant l'institution à s'ouvrir, la pénurie crée une école potentiellement beaucoup plus ancrée dans son territoire, plus transparente et paradoxalement plus résiliente, à condition bien sûr que cette ouverture soit méthodiquement encadrée par les fameux principes que nous avons décortiqués. Absolument. Cependant, et c'est une conséquence inévitable de cette ouverture, une lecture critique de ce modèle soulève une interrogation particulièrement complexe sur le long terme. Ah, tu veux parler de la question de l'équilibre des pouvoirs? Oui, le schéma initial place avec conviction la direction de l'école comme le centre de coordination de ce vaste réseau. Mais si l'on observe l'échelle des partenariats au développement, qui implique souvent des injections massives de capitaux par de très puissantes institutions externes, la question du maintien de ce centre de gravité se pose. C'est vrai que la balance penche lourdement d'un côté. Si une école devient structurellement et financièrement dépendante de ces immenses réseaux extérieurs, pour l'essentiel de son fonctionnement au quotidien, ne risque-t-on pas d'assister à une inversion totalement silencieuse du modèle IXO? Tu veux dire que le centre se déplacerait? Il est légitime de se demander si, à l'avenir, la direction de l'école ne risque pas de perdre son rôle de véritable chef d'orchestre pour être reléguée au simple rang de relais d'application locale. Une sorte de coquille administrative qui se contenterait d'exécuter les directives conçues par des partenaires devenus bien trop puissants pour rester de simples collaborateurs. Une succursale de l'ONG en quelque sorte. C'est ça, c'est le défi ultime que pose la gestion d'un tel écosystème. C'est une perspective fascinante. Ça révèle vraiment toute la fragilité de cet équilibre des pouvoirs et ça donne une toute autre dimension aux défis qui attendent ces futurs directeurs en master. C'est une lutte d'influence permanente. Maintenir l'institution au centre de la carte s'annonce effectivement comme un vrai combat. Voilà de quoi prolonger la réflexion sur l'évolution de ces architectures collaboratives. Cette analyse de notre document source touche à ça à fond. Gardons bien à l'esprit ces mécaniques de gouvernance lors de l'observation des systèmes institutionnels et des dynamiques de collaboration qui façonnent notre quotidien. Un grand merci pour ces éclairages et à très bientôt pour une nouvelle exploration intellectuelle. À très bientôt.